600 000 personnes souffrent d'épilepsie, dont 90 000 enfants. 25% des malades, soit environ 150 000 personnes, sont pharmacorésistants. Quel traitement, quelle piste de recherche? On fait le point tout de suite avec mon invité. Professeur Sophie Dupont, vous êtes chef de service de réadaptation neurologique à la Pitié-Salpêtrière. Avec vous, on va parler des traitements, des pistes de recherche. Mais quand on parle de traitement, il faut faire une distinction entre traiter la maladie et traiter les manifestations de la maladie. Effectivement, la maladie est globale, elle a un impact et des répercussions psychologiques, sociales, etc. Et donc on a deux axes de traitement. Traiter les crises, c'est-à-dire empêcher les manifestations de l'épilepsie avec en tout premier lieu des médicaments antiépileptiques, mais aussi prendre la maladie dans sa vision très globale, c'est-à-dire traiter le patient, c'est-à-dire l'aider également à bien s'insérer socialement, professionnellement, traiter une dépression si elle existe, réactionnelle à l'épilepsie, etc. Justement, ces antiépileptiques, 25% des malades sont pharmacorésistants. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue quand même à essayer des médicaments antiépileptiques qui jusqu'ici n'ont pas été testés. Effectivement, il demeure environ 25 à 30% de patients pharmacorésistants, alors que depuis une vingtaine d'années, on a eu une éclosion phénoménale de nouveaux médicaments antiépileptiques. Ces nouveaux médicaments ont apporté une meilleure tolérance, mais pas forcément un bond en termes d'efficacité. Mais ce n'est pas parce qu'un patient n'a pas répondu à 1, 2, 3 médicaments antiépileptiques et qu'il est donc, par définition, considéré comme pharmacorésistant, que le quatrième ne sera pas le bon. Donc d'abord, on ne baisse pas les bras, on continue à essayer de trouver le ou les bonnes associations de médicaments pour le patient. Et puis si vraiment les traitements médicamenteux ne marchent pas, on pense à d'autres alternatives thérapeutiques. On va y venir. Est-ce que une des pistes aussi, c'est de travailler sur la manière dont on amène le médicament ? Ça peut être une des pistes, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup en fait, de sociétés qui travaillent sur la façon de délivrer les médicaments sur une période de 1, 2 semaines, voire 1 mois. C'est actuellement très à la mode et ça va faciliter ce qu'on appelle l'observance médicamenteuse. Le problème, c'est qu'on est dans une pathologie chronique, donc les patients doivent prendre tous les jours, à heure plus ou moins fixe, leurs médicaments et souvent matin et soir. D'où de possibles oublis et donc de possibles crises. Il est clair que si on arrive à délivrer un médicament 1 fois par mois, ça va améliorer de façon très claire tout cela et peut-être aussi améliorer la tolérance des médicaments. Donc si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que la bonne observance, c'est quelque chose de capital dans l'efficacité des médicaments. Complètement. Ça, c'est pas vrai que pour l'épilepsie, c'est vrai pour toutes les pathologies chroniques. On estime actuellement qu'il y a à peu près 40% de non-observance, pas forcément intentionnelle, hein, on oublie sans faire exprès, parfois vraiment intentionnelle, on oublie parce qu'on ne veut pas prendre les médicaments, parce qu'on ne veut pas être malade. Et c'est vrai dans le diabète, c'est vrai dans l'hypertension artérielle, et c'est vrai dans l'épilepsie, et c'est la cause de pas mal de récidives de crise. Aux États-Unis, on utilise beaucoup le cannabis thérapeutique. Alors, quid de la France et quid de son efficacité ? Alors pour l'instant en France, donc, on n'a pas la molécule, le cannabidiol, qui a l'autorisation de mise sur le marché. Il y a 2 grands essais qui ont été faits, mais chez l'enfant, dans des pathologies très particulières, qui sont le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennox-Gastaut, qui sont des maladies très graves, ce qu'on appelle des encéphalopathies épileptiques avec beaucoup de crises, souvent un retard psychomoteur, des difficultés comportementales, etc. Alors ces études ont montré une amélioration des crises avec le cannabidiol. Alors on n'est pas non plus à 0 crise, hein. Donc on est à peu près sur les résultats des autres médicaments antiépileptiques. Donc on attend pour l'instant qu'il y ait des essais qui soient faits, notamment dans l'épilepsie partielle des patients adultes, c'est-à-dire en dehors de ces cadres quand même très restreints et limités d'encéphalopathie épileptique. Quand on parle de cannabis thérapeutique, hein, bien sûr, pour être clair, il ne s'agit pas de leur faire fumer des joints, mais c'est bien une molécule. On est tout à fait d'accord. C'est bien une molécule qui est un petit peu différente des joints. Donc, globalement, parce que c'est quand même une question qui revient souvent, hein, est-ce que je peux fumer, etc. Donc, nous, on n'a pas d'interdiction totale, mais il faut bien voir que le fait de fumer 10 joints par jour ne va pas être un traitement efficace de l'épilepsie. On a parlé des molécules, alors maintenant on va évoluer dans les traitements. Le stimulateur du nerf vague.
Stimulateur du nerf vague, c'est une méthode palliative qu'on propose aux patients donc, pharmacorésistants ou qui sont en échec de chirurgie, qui consiste à mettre un petit stimulateur au niveau d'un nerf qui passe ici dans le cou, qu'on appelle le nerf vague, la 10e paire crânienne. Et ce nerf va envoyer en fait une petite branche qui va venir stimuler le cerveau. Et c'est, on le pense, par cet intermédiaire-là, que ça peut être efficace. Ça l'est, c'est-à-dire qu'on a à peu près 40% des patients qui voient diminuer de façon assez substantielle la fréquence de leur crise, mais on n'a quasiment pas de guérison. Il faut un réglage fin, c'est compliqué à mettre en place? Alors, c'est pas très compliqué à mettre en place, ça se fait quand même sous anesthésie générale au bloc. Voilà. Et puis ensuite, donc, on va toutes les semaines ou tous les 15 jours régler par palier le stimulateur jusqu'à trouver les critères optimaux. C'est pas très compliqué à faire, ça prend un peu de temps. L'efficacité dans le temps, justement? Alors justement, l'efficacité, elle apparaît dans le temps. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on ait trouvé les critères optimaux. Et souvent, il va falloir attendre plusieurs mois avant de commencer à avoir des effets favorables de la stimulation. Molécule, stimulateur, la troisième possibilité, l'opération? Tout à fait, la chirurgie reste une indication, mais il y a quand même une restriction. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse d'abord qu'aux patients qui ont une épilepsie dite partielle. Grosso modo, il y a deux grands types d'épilepsie, les généralisées, où la décharge épileptique part d'emblée de l'ensemble du cerveau. C'est à peu près 30 à 40% des patients. Donc là, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Et puis les épilepsies partielles, la décharge part d'un point précis du cerveau et il va falloir qu'on la localise. Donc c'est la première condition. On doit localiser avec certitude la zone épileptique. La deuxième condition, il faut que cette zone épileptique ne soit pas en zone dite fonctionnelle. Pour être très clair, il ne faut pas que ce soit la zone du langage, parce que si on l'enlève, le patient ne parlera plus. Il ne faut pas que ce soit de la zone de la motricité, parce que si on l'enlève, il ne pourra plus bouger, etc. Donc il faut que ce soit à la fois bien localisé, mais que le fait qu'on l'enlève n'ait pas de conséquences fonctionnelles pour le patient. Et puis donc, dans ces cas-là, on fait un bilan préchirurgical et on va à l'intervention. Alors justement, cette méthode efficace, il faut le dire, mais invasive, alors j'ai lu que l'Institut Langevin, par exemple, travaille sur un dispositif appelé UltraBrain. C'est un casque avec 500 émetteurs d'ultrasons. L'idée, c'est d'atteindre le cerveau d'une manière non invasive. Alors qu'est-ce que ça apporte, ça ? Ça pourrait apporter aux patients qui n'ont pas envie qu'on leur ouvre la boîte crânienne et qu'on les opère, qu'on leur enlève un morceau de cerveau, ça pourrait leur permettre d'avoir quelque chose de moins invasif pour détruire leur zone épileptique. Nous, ça ne changera pas le début de notre bilan. Localiser la zone, s'assurer qu'il n'y aura pas de conséquences délétères pour le patient d'enlever cette zone. Après qu'on enlève la zone chirurgicalement ou qu'on la détruise par ultrason, pour nous, c'est pareil. C'est pareil, mais moins invasif. Mais moins invasif. Après, il faut démontrer que c'est aussi efficace que la chirurgie. Absolument. Alors, on a balayé un certain nombre de choses, les molécules, le stimulateur, l'opération, les ultrasons. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Il y a tellement de choses à dire sur l'épilepsie, c'est une maladie tellement complexe, tellement hétérogène. Il y a de la recherche qui se fait, il y a notamment en matière de génétique, on trouve des gènes. Souvent le problème c'est qu'on trouve beaucoup de gènes responsables d'une seule maladie, du coup l'impact thérapeutique n'est pas forcément très clair, mais ça peut aider au diagnostic. On a d'énormes progrès en imagerie pour essayer de mieux délimiter la zone épileptique quand on veut opérer. Et puis, on espère que dans les années qui viennent, on aura d'autres pistes pour trouver des nouveaux médicaments antiépileptiques avec d'autres mécanismes d'action qui fassent qu'on n'ait plus 30% de patients pharmacorésistants. Donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, la clé, c'est la compréhension. On doit d'abord évoluer dans la compréhension de la maladie pour ensuite espérer trouver des solutions. Toujours, la clé est toujours dans la compréhension, avec la difficulté dans l'épilepsie qu'on n'est pas dans une maladie uniciste. On a plein de causes différentes, plein de mécanismes peut-être également différents. C'est ce qui rend aussi très complexe la recherche dans le domaine. Voilà, on espère vous avoir appris des choses. Vous voulez rencontrer et continuer la conversation avec le professeur Dupont. Je vous donne rendez-vous aux entretiens médicaux d'Enghien le 14 octobre. Merci et à bientôt.